15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre. Voici les titres de l'actualité. Les autorités djiboutiennes orchestrent une opération de secours à un pétrolier attaqué donc à l'ouest de la ville de Hodeïda au Yémen. Et au Proche-Orient, Gaza est en proie à une crise de liquidité. Voilà pour les titres, bonjour à tous. L'autorité des ports et des zones franches de Djibouti a coordonné hier en début de soirée et avec succès l'opération de secours du pétrolier Sounion, battant pavillon grec, après une attaque survenue à l'ouest de la ville de Hodeïda au Yémen. Le navire a été touché par 2 projectiles non identifiés avant qu'un 3e projectile ne l'atteigne. Bien que l'attaque n'ait causé aucune victime, le Sounion reste toutefois immobilisé et impossible à manœuvrer. Le navire transportant 150 000 tonnes de pétrole brut présente un risque environnemental majeur pour la faune et la flore de la zone sud de la mer Rouge. Un déversement potentiel pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'écosystème marin de notre région. Conscient de l'urgence, l'autorité des ports et des zones franches appelle à une intervention immédiate de l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden afin de protéger l'environnement marin et d'atténuer les impacts de cette attaque. Par ailleurs, les 29 membres de l'équipage, composé de marins de diverses nationalités, ont été évacués en toute sécurité. Parmi eux, le commandant de navire de nationalité russe, 24 marins philippins, 3 marins indiens et 1 marin népalais. Tous les membres de l'équipage sont sains et saufs et ont été pris en charge dès leur arrivée au quai du port de Djibouti par les autorités compétentes qui ont assuré leur sécurité et leur bien-être. Et dans son intervention, le commandant du port qui était présent sur place lors de l'évacuation de ces équipages a indiqué donc que l'autorité des ports a orchestré avec précision remarquable l'opération de secours du pétrolier Sounion, attaqué au large de Hodeïda, au Yémen. Le navire battait pavillon donc grec et le Sounion est immobilisé et incapable de manœuvrer et de plonger dans une situation critique. L'incident pose un risque environnemental majeur selon le commandant du port. Pour la région sud de la mer Rouge, le potentiel déversement du pétrole constituerait une menace sérieuse pour l'écosystème marin. Conscient de l'enjeu, le risque que cela représente, nous avons immédiatement indiqué le commandant du port solliciter l'intervention du PERSGA, l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Leur immobilisation rapide est cruciale pour limiter les dégâts environnementaux et coordonner ainsi les actions de nettoyage nécessaires. En ce qui concerne l'équipage, les 29 membres présents à bord ont été évacués en toute sécurité. Dès leur arrivée au port de Djibouti, les autorités djiboutiennes ont assuré leur prise en charge, garantissant leur sécurité et leur bien-être. Et nous continuerons, a enfin conclu le commandant du port, à suivre de près la situation et à coordonner les efforts pour minimiser les risques environnementaux associés à cet incident. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler changement climatique et des différentes stratégies et mesures qui ont été mises en place par le gouvernement en coopération avec leurs partenaires pour lutter donc contre le changement climatique et atténuer donc le réchauffement climatique dans certaines zones qui sont gravement touchées par ce fléau. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. « 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui lui est parfaitement propre, l'effet de serre. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet une partie du rayonnement qu'elle a reçu vers l'espace. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane, les protoxydes d'azote, retiennent une partie de ces rayonnements infrarouges émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer.
Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont émis en grande quantité des gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accentuent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Pour le CO2 par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis au moins 800 000 ans. Les conséquences sont dramatiques. La montée de la température, l'élévation des niveaux des océans, l'augmentation des précipitations, la sécheresse et l'acidification des océans, dont les scientifiques ignorent encore les conséquences. Les conséquences socio-économiques des changements climatiques est une autre inquiétude pour l'humanité. Tout le secteur clé de la société est frappé de plein fouet par le changement climatique. L'élevage, l'agriculture, la pêche et l'économie sont désormais mises à rude épreuve par ces phénomènes climatiques. L'insécurité alimentaire, la précarité et le conflit résultant des conséquences économiques du changement climatique est désormais une menace auquel le monde fait face de nouveau. L'homme responsable de ces chaos a du mal à trouver rapidement des solutions efficaces et durables au dérèglement climatique. Le PNUD, organe de l'ONU chargé de l'environnement, organise chaque année une conférence internationale dans un des pays du monde pour débattre et interagir pour trouver des solutions efficaces à ces phénomènes climatiques. Il s'agit d'un phénomène climatique qui n'épargne aucun pays du monde, mais qui constitue un défi de taille pour les pays sous-développés. Djibouti fait face chaque jour aux aléas climatiques comme le reste de la planète. La protection de l'environnement est un pilier fondamental de la politique nationale de la République de Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, fait de la protection de l'environnement une condition sine qua non de développement économique. Djibouti envisage de devenir le premier pays africain à l'électricité 100% verte. Le pays est doté d'un immense potentiel en énergie solaire, éolienne, hydraulique, géothermie, biomasse. Au niveau de l'énergie solaire photovoltaïque, le potentiel solaire techniquement exploitable est évalué à 200 gigawatts par jour. Cela souligne l'ambition et l'intérêt que le président de la République et son gouvernement accordent à la protection de l'environnement et du développement durable. Les efforts et les projets d'envergure du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour renforcer la résilience de notre population aux effets du changement climatique sont désormais palpables. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement dans la République de Djibouti. Depuis qu'il a été créé, ce département a réalisé plusieurs projets de résilience dans les 5 régions de l'intérieur pour renforcer la résilience de la population vulnérable aux impacts des changements climatiques. Les projets d'envergure ont été réalisés durant les 5 dernières années par les ministres de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Parmi les plus illustres, on peut citer les projets complexes et de résilience au changement climatique de Chekaito dans la région de Dikil et celui des périmètres agro-pastoraux dans les 5 régions de l'intérieur. La restauration des mangroves, qui constitue un écosystème important de la biodiversité marine, a été réalisée par le département ministériel de l'Environnement et du Développement durable dans la région de Tadjoura et dans la région bleue, est une nouvelle notion qui intègre les débats publics et politiques dans le pays. Djibouti, conservation de l'environnement dans la mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Cette organisation régionale est composée de 7 pays, à savoir Djibouti, l'Égypte, le Yémen, le Soudan, la Jordanie, la Somalie et l'Arabie saoudite. La mer Rouge et le golfe d'Aden est la voie maritime la plus fréquentée dans le monde et implique chaque jour de plus en plus dans la défense de l'environnement et compte jouer un rôle déterminant dans ce domaine. La formation et le partage des connaissances restent les volets principaux sur lesquels la société civile djiboutienne veut accentuer son travail. De plus en plus, les Djiboutiens s'intéressent au dérèglement climatique et veulent s'approprier la défense de l'environnement qui est une cause noble. Ce qui nous donne la raison d'être optimistes pour gagner ces défis des siècles pour le monde de nos jours. Dans le reste de l'actualité, l'ONG EVA et SOS Sahel ont clôturé le symposium de 3 jours qui portait donc sur les politiques publiques sectorielles au profit des organisations de la société civile djiboutienne. Ce symposium portait sur 3 axes stratégiques, l'eau, l'assainissement et le changement climatique. Le débat de réflexion a porté durant ces 3 jours sur l'engagement de la société civile dans le développement durable dans notre pays. Cet atelier de symposium de 3 jours a vu la participation de plus de 60 associations issues de la capitale et des 5 régions de l'intérieur, des élus régionaux, des cadres des différents ministères impliqués dans ces thématiques. L'objectif de ce symposium étant de renforcer l'engagement de la société civile dans le développement socio-économique durable de notre pays. D'intenses activités de réflexion. On est arrivé au terme de cet atelier
Moi, je suis vraiment très impressionné par le niveau de participation et d'implication de tous les participants, dont la qualité a été vraiment au rendez-vous. Donc, je vous remercie pour toute votre contribution et votre présence et votre engagement. Et j'espère donc que vous avez beaucoup amélioré un peu vos connaissances un peu sur le domaine au assainissement et hygiène et toutes les stratégies qui ont été développées à Djibouti. Suivant également l'intervention du directeur de l'environnement. Nous voilà arrivés à terme de ces 3 jours de travaux sur les politiques publiques sectorielles, sur une thématique bien particulière à Djibouti, qui est les changements climatiques, et particulièrement en ce qui concerne l'eau et l'assainissement. Nous sommes tous conscients aujourd'hui que la question du changement climatique est une question cruciale et centrale à laquelle les nations du pays du monde doivent faire face. Et cette initiative inédite, et que je dois saluer l'association EVA, de regrouper toutes les associations, toutes les sociétés civiles, en vue de se mettre à côté des pouvoirs publics, des associations publiques, pour contrer et faire face aux effets néfastes des changements climatiques. C'est une initiative inédite. Il faut la saluer et je félicite les organisateurs de cette initiative vraiment qui est quelque chose que depuis un certain temps, moi, je plaidais à ce qu'on puisse mettre en place une plateforme de la société civile qui puisse être à côté du gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique. Donc, au cours de ces 3 jours d'atelier que j'ai suivi pas à pas, à travers le président de l'EVA ou bien à travers mon équipe qui est ici, et avec les discussions, les débats qui ont eu lieu, les travaux que vous avez entamés, les conclusions dans lesquelles vous êtes arrivés, ne va que renforcer la question du climat, la lutte contre le changement climatique dans notre pays. Et de son côté, le président de l'ONG, Eva Ahmed Ali Mohamed, a souligné le rôle de la société civile dans le développement durable du pays, qui doit s'approprier sa responsabilité citoyenne et sa contribution au développement socio-économique du pays. On écoute le président. Je voudrais affirmer que le symposium a été un succès, et cela grâce à vous tous, à vous toutes qui avez été présents au cours de 3 jours, ponctuels, assidus et engagés dans les travaux, aussi bien dans les travaux de groupe que dans les échanges en plénière. En particulier à nos experts du ministère technique, Monsieur le directeur de l'environnement, je voudrais vous dire que nous avons été entièrement satisfaits du travail des experts qui ont été mobilisés par le ministère de l'Environnement, par le ministère de l'Agriculture, mais remerciements également à tous les participants, les organisations de la société civile, les représentants de communes, des conseils régionaux, des préfectures. Donc nous avons, avec ces symposiums aussi, réussi à échanger beaucoup d'expériences. Ces symposiums ont aussi l'occasion de mettre en lumière la force, la place de la société civile dans le développement. Les conclusions de ce symposium vont être regroupées dans un document de rapport qui va être produit, soumis par appréciation à toutes les parties prenantes, validé et ensuite partagé avec les ministères techniques. Vous avez ici un réseau d'associations qui travaillent dans le domaine du changement climatique ou assainissement. Et ce réseau a pour ambition de mener un travail de plaidoyer pour accroître la participation de la société civile dans les processus politiques. Ce symposium n'est pas la fin, c'est une étape. Nous allons continuer à mener un travail de terrain pour continuer à donner à la société civile toute sa place dans le développement national.
Le Djibouti Palace Kempinski a abrité dans la journée d'hier un atelier de présentation des travaux d'évaluation du contexte national en matière de recherche et sauvetage qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités de la garde-côte djiboutienne à mener des opérations de surveillance des frontières maritimes et de recherche et sauvetage, piloté par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, et financé par le Japon. Cet atelier s'est déroulé en présence de Hara Kelichi, ambassadeur du Japon à Djibouti, du commandant de la garde-côte, de la chef de mission de l'OIM à Djibouti, du sous-préfet de Rorangar, du secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme, ainsi que de représentants du ministère de la Justice et de la Police nationale. L'objectif étant de présenter les conclusions et les remarques d'un expert national sur le contexte national en matière de recherche et de sauvetage, tant sur le plan légal que sur le plan opérationnel, et la coopération des diverses agences impliquées dans ce domaine. Et le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bogouré, a toujours mis au cœur de son action les opérations de recherche et de sauvetage en mer et n'a pas cessé de renforcer ses capacités opérationnelles tant sur le domaine de l'équipement que des ressources humaines pour accomplir ses missions dans ce domaine. Écoutons à présent l'intervention de la chef de mission de l'OIM qui a insisté sur que la recherche et le sauvetage en mer représentaient un défi majeur à Djibouti et nécessitaient une coordination efficace, des ressources adéquates et une coopération entre différents acteurs pour sauver des vies et protéger les migrants. On l'écoute. La recherche et le sauvetage en mer représentent un défi majeur à Djibouti et nécessite une coordination efficace, des ressources adéquates et une coopération entre différents acteurs pour sauver des vies et protéger les migrants. En avril 2024, Djibouti a été le théâtre de 2 naufrages tragiques qui ont entraîné la mort de 62 migrants. Grâce aux efforts des autorités et de la garde-côte, 57 personnes ont pu être sauvées. Il est donc important de soutenir le contexte djiboutien en matière de recherche et sauvetage en mer, d'identifier les acteurs qui jouent un rôle dans ces opérations et de soutenir leurs capacités pour mieux contribuer aux opérations de recherche et sauvetage. Cet atelier est une occasion de partager, d'échanger, de réévaluer le contexte national et les mécanismes de coopération existants au niveau bilatéral et au niveau régional. Les mécanismes de coopération transfrontalière et interrégionale, y compris la cartographie des acteurs locaux et des acteurs impliqués. C'est aussi une belle opportunité pour partager les connaissances, échanger vos idées et collaborer pour trouver des solutions innovantes. C'est pour ça que je vous remercie aujourd'hui et je voudrais renouveler mes remerciements au gouvernement du Japon qui finance cette collaboration et pour la confiance placée en l'OIM et pour mettre en œuvre ce projet. Bien sûr, au colonel Waïs pour toute la bonne collaboration qu'on a depuis des années avec l'OIM, ainsi qu'au ministère de l'Intérieur, qui est notre ministère de tutelle. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Restez avec nous avec la suite de nos programmes. C'était donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre édition. Prenons la parole à son tour. L'ambassadeur du Japon à Djibouti a indiqué dans ses propos que la coordination entre les acteurs contribue non seulement à l'assistance humanitaire envers les migrants, mais aussi à la sécurité de la navigation au détroit de Bab el-Mandeb et dans le golfe d'Aden. On l'écoute. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de présentation des travaux d'évaluation du contexte national en matière de recherche et de sauvetage en mer. Djibouti voit traverser chaque année un grand nombre de migrants provenant des pays voisins affectés par des défis tels que les conflits régionaux, le changement climatique ainsi que les inégalités économiques. En 2023, selon l'OIM, ce flux migratoire a atteint plus de 278 000 personnes, marquant une augmentation de 25% par rapport à 2022. Malheureusement, la route migratoire via le Bab el-Mandeb est parsemée de dangers et depuis janvier 2024, à ce jour, déjà 62 personnes ont perdu la vie dans des naufrages en tentant de traverser ce détroit.
renforcer les capacités des institutions impliquées dans les opérations de recherche et de sauvetage en mer et aussi améliorer la coordination entre ces acteurs contribuant non seulement à l'assistance humanitaire envers les migrants, mais aussi à la sécurité de la navigation au détroit de Bab el-Mandeb et dans le golfe d'Aden, ce qui favoriserait la stabilisation de la région. C'est dans cet esprit-là que le Japon apporte un soutien humanitaire aux migrants ainsi qu'un appui à la sécurité maritime. Ce projet-là vise à renforcer les capacités de recherche et de sauvetage en mer ainsi que les capacités de surveillance maritime de la garde-côte djiboutienne grâce au financement du Japon de $1 million américains à OIM. Jusqu'à présent, le Japon a apporté d'une manière constante un soutien financier et technique à la garde-côte djiboutienne, notamment en octroyant des patrouilleurs et en formant le personnel par des experts japonais. Nous prévoyons également de fournir prochainement de nouveaux patrouilleurs de 35 mètres. J'espère que la bonne coordination entre les soutiens apportés par le Japon à travers la JICA et à travers l'OIM permettra de créer des effets synergiques efficaces. Et de son côté, le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bourré, a tenu à remercier à travers l'ambassade du Japon le peuple et le gouvernement du Japon pour leur soutien indéfectible qui s'est traduit concrètement par la réalisation de nombreux projets de formation et de dons d'équipements dont des patrouilleurs. On écoute le colonel. Je vous souhaite la bienvenue à cet atelier de prestations de travaux d'évaluation du contexte national en matière de recherche et sauvetage en mer, qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités de la garde-côte djiboutienne, à mêler des opérations de surveillance du domaine maritime et de recherche et sauvetage, pilotées par l'Organisation internationale pour la migration et financées par le gouvernement du Japon. Allez, président, je vous remercie. L'exposé de l'expert qui nous avons assisté durant cette journée est une étape importante dans l'exécution des objectifs du projet qui vise notamment à actualiser la base légale des interventions et des recherches et sauvetage en mer, mais aussi à renforcer les dispositifs communs d'intervention entre toutes les agences nationales s'impliquer dans les opérations de recherche et sauvetage en mer et sur la terre ferme. La garde-côte djiboutienne mit au cœur de son action les opérations de recherche et sauvetage en mer et n'est pas cessé de renforcer ses capacités opérationnelles dont sur le domaine des équipements. Je tiens à remercier à travers l'ambassadeur du Japon qui est présent avec nous ce matin, le peuple et le gouvernement du Japon pour leur soutien indéfectible qui s'est traduit concrètement par la réalisation de nombreux projets de formation et de dons des équipements, dont des bateaux. Je tiens aussi à saluer l'Organisation internationale pour la migration pour leur soutien vital à ces projets, leur engagement et leur enthousiasme sans faille à nos côtés sont particulièrement appréciés. Mesdames et messieurs, finalement, je tiens particulièrement à encourager les sous-officiers et les agents de la garde-côte et d'autres institutions nationales qui participent activement cet atelier à absorber les connaissances et les expériences qui vont être partagées durant cette journée. En nouvelles du monde à présent, Gaza est en proie à une crise des liquidités. La guerre qui dure depuis 10 mois a dévasté l'économie déjà fragilisée de Gaza, déplacé une grande partie de la population et causé des dégâts
considérable. Depuis le début des hostilités, la majorité des travailleurs palestiniens qui se retrouvent sans emploi ont du mal à accéder à leur argent et pour cause, de nombreuses banques ne sont toujours pas opérationnelles dans l'enclave palestinienne. Pendant des mois, de longues files d'attente de plusieurs heures se sont formées devant les rares agences et points de vente encore opérationnels. Des plafonds de retrait sont imposés aux Gazaouis. Les personnes déplacées peinent à accéder à leur maigre économie alors que les prix des denrées alimentaires et des produits de base ne font qu'augmenter. Il faut une semaine pour accéder au guichet automatique. La principale association bancaire palestinienne a annoncé cette semaine que toutes les banques de Gaza avaient cessé leurs activités, marquant ainsi une nouvelle dégradation des conditions de vie dans cette enclave ravagée par la guerre. Le Mozambique prend une position de leader dans une initiative mondiale visant à garantir des alertes précoces face aux dangers météorologiques de plus en plus extrêmes dus au changement climatique. Lors d'une cérémonie ministérielle tenue le 22 août dernier, donc hier, dans la capitale Maputo, le président Filipe Nyusi a lancé une feuille de route nationale ambitieuse pour atteindre l'objectif des alertes précoces pour tous d'ici la fin de 2027. Ce plan stratégique est accompagné d'un investissement significatif pour améliorer les infrastructures météorologiques et climatiques essentielles pour les alertes préventives. Le Mozambique, situé sur la côte sud de l'Afrique, est fréquemment frappé par des cyclones tropicaux venant de l'océan Indien, entraînant des inondations côtières et intérieures. Plus de 60% de la population vit dans des zones côtières basses dépendantes de l'agriculture pluviale, augmentant ainsi le risque pour les infrastructures et les moyens de subsistance. Le changement climatique exacerbe ces défis, entraînant des pertes et des dommages considérables. Et enfin, dépassé par les incendies sur l'île de Madère, le Portugal a demandé l'aide de l'Union européenne. En une semaine, les incendies ont détruit plus de 4400 hectares. Le mécanisme permettra notamment de suivre l'avancée des feux grâce à des images satellites, mais également de faire venir 2 Canadair, un renfort crucial pour Madère qui ne dispose que d'un seul hélicoptère bombardier d'eau. En quelques jours, le feu a dévoré plus de 4400 hectares et menace une forêt classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Outre l'aide de l'Union européenne, le Portugal a envoyé en renfort plus de 100 pompiers de Lisbonne sur cette île prisée des touristes. Aucune habitation n'a été touchée et les incendies n'ont fait aucune victime, mais 200 habitants ont été évacués pour leur éviter d'inhaler les fumées. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous avec la suite de nos programmes.